vous le connaissez certainement. On parle constamment du renouvelable et de la croissance fabuleuse des renouvelables que vous avez ici, là, avec à la fois, là c'est une répartition sur différents continents, et en jaune c'est l'Asie-Pacifique. Donc une très forte croissance des renouvelables, mais maintenant quand on compare le renouvelable à ce qui se passe avec l'huile, le gaz, le nucléaire, l'hydro, qui est aussi une partie des renouvelables, et le charbon, ben voilà, c'est en forte croissance, mais c'est pour l'instant encore pas toute l'énergie, et loin s'en faut. Alors, il faut faire cette transition pour différentes raisons, dont, selon votre sensibilité, des problèmes de pollution, de qualité de l'air, de climat, ou prosaïquement parce qu'on risque un jour ou l'autre de plus en avoir. De toute façon, d'énergie faut-il. Le mélange dans le mix énergétique actuellement, vous voyez le pourcentage là du mix. Donc vous voyez les énergies renouvelables qui montent en flèche, l'hydro qui est à peu près stable, le nucléaire qui est à peu près stable aussi, le gaz qui augmente bien, le charbon qui fait des soubresauts mais globalement est en perte de vitesse sur le pourcentage, et puis l'huile qui est aussi en diminution. Donc vous voyez, si vous avez en tête ce que j'ai mis dans la slide d'avant, c'est que on se demande des fois de quels chiffres on parle. En fait, quand les gens parlent en termes de production globale, quasiment tout le monde est en augmentation, sauf le charbon. C'est ce que vous voyez ici. Le volume, la croissance par fuel est positive pour presque tout le monde. Mais en pourcentage, le nucléaire, le renouvelable prend une place de plus en plus importante. Et on est devant un paradigme qu'il faut qu'on résolve ensemble, à savoir, il y a de plus en plus d'habitants sur la planète qui ont accès à l'énergie. Il y a toujours 1 milliard de gens qui n'ont pas accès à l'énergie et qui ont envie d'avoir accès à l'énergie, et pour lesquels il faut produire une énergie pas chère. Et il ne faut pas essayer, c'est une très mauvaise approche que de dire l'énergie décarbonée est chère, et donc elle n'est pas pour certains pays. Il faut qu'on résolve ensemble le fait d'avoir une énergie décarbonée et une énergie pas chère pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc tout le monde a des beaux jours devant soi, le renouvelable est en très forte croissance, et ce n'est pas pour ça que le monde traditionnel de l'oil and gas va s'effondrer. Et si vous suivez, vous voyez que le cours du baril, il est toujours, il a bien remonté depuis 3 ans. Ça veut dire qu'il y a une demande. Mais l'autre partie de l'équation, c'est le prix du renouvelable. Tant que le renouvelable est plus cher que les énergies fossiles, on est limité dans sa pénétration dans le marché, et finalement, il ne faudrait pas arriver à une énergie décarbonée qui soit réservée aux pays riches. Et ce qu'on voit, c'est que le PV a fait une diminution de prix absolument drastique et spectaculaire depuis 30 ans. Et vous avez la même courbe pour l'éolien. Et on est en train d'arriver, on a même dépassé au prix du kilowattheure installé des prix sur le renouvelable qui sont compétitifs et inférieurs au prix du fossile, avec le problème de l'intermittence dont on va parler, qui donne toujours un avantage aux énergies qui marchent 24 heures sur 24. Mais ce que vous voyez aussi sur ce schéma, c'est quelles étaient les prédictions de prix il y a quelques années. Là, vous voyez un prix qui regarde le prix de différentes énergies onshore, solaire PV, biomasse, géothermie, etc. Et ces chiffres datent de 2014. Et dès 2018, même 2016, pardon, donc 2 ans après le schéma qui est en dessous, voilà la ligne noire à quel prix il fallait bider pour remporter les fruits. Donc toutes les prédictions qu'on a actuellement s'avèrent fausses, et fausses dans le bon sens. C'est-à-dire que les choses vont plus vite que ne l'avaient imaginé la plupart des
des analystes qui ont, voilà, ils jugent avec ce qu'ils connaissent et ils n'ont pas toujours énormément d'imagination. À l'intérieur d'Engie, une des ambitions, c'est donc d'aller à fond dans l'accompagnement de tous nos clients sur ce nouveau mix décarboné, décentralisé et digitalisé. Les nouvelles technologies permettent vraiment d'être décentralisées et je pense que c'est vraiment une chance, en particulier pour tous les domaines insulaires où on peut chercher une autonomie du territoire avec les nouvelles technologies. La digitalisation, pourquoi la digitalisation? On a besoin de données pour optimiser ce mix énergétique et ne pas tout surdimensionner sous prétexte de ne pas avoir un blackout à 6 heures du soir quand tout le monde allume sa clim ou ses machines. Et bien connaître la consommation, ça va nous aider à être beaucoup plus efficace au niveau de la production qu'on va faire. Alors, les objectifs du renouvelable, donc ça c'est pour l'Europe, au niveau du chauffage, transport, électricité, ça c'est le ratio qu'il y a entre la dépense finale d'énergie et ce qui est utilisé dans le transport, l'électricité et tout ça. Et vous savez que dans le monde classique, évidemment le chauffage, c'est beaucoup de gaz, le transport, c'est beaucoup d'huile, pétrole, et l'électricité vient essentiellement en France, par exemple, du nucléaire. Et le reste de turbines qui sont à gaz. Alors, il y a un petit peu de chauffage qui vient de l'électricité et à pétrole, au fuel. Ça dépend beaucoup des pays, hein. Évidemment, si vous allez en Angleterre, par exemple, tout est à gaz. Et si vous allez dans d'autres pays, il va y avoir 50% d'électricité. Mais globalement, les flèches principales, c'est le fuel principal en fonction de l'usage. Et tout le monde s'est dit, le transport en particulier, comment on va sortir d'un transport qui est quand même essentiellement sur une voiture avec un moteur à combustion, et les avions qui marchent aussi sur des moteurs à combustion, et nos trains qui marchent à l'électricité parfois, et parfois au charbon et au diesel. Donc, les objectifs de l'Union européenne, c'était ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut trouver des alternatives. Alors, une partie pour tout ce qui est gaz, ça va aller d'aller vers le biogaz. Le biogaz qui peut être fait à partir de déchets végétaux, qui peut être fait à partir de bois, de biomasse de façon générale. Et puis, on peut aussi faire des biocarburants à partir de végétaux essentiellement. Et donc, pour l'électricité, on peut aller vers le renouvelable avec à la fois l'éolien, le solaire, le marin et aussi la géothermie et les barrages qui sont plus classiques, enfin qui existent depuis plus longtemps mais qui s'améliorent actuellement au niveau de l'efficacité. Alors, les problèmes et les challenges qu'on a à résoudre et les opportunités, c'est donc avoir des systèmes plus décentralisés, je vous disais, pour éviter de faire d'énormes grids, pour, excusez-moi, je fais du franglais là, mais enfin des grilles, pour relier une grande centrale à un village qui est à 400 km. On peut maintenant faire une microgrid à l'échelle du village et on économise pas mal d'infrastructures avec ça. On a beaucoup de différentes sources d'énergie, donc on a le classique, et puis maintenant, donc, en plus, donc, le solaire et éolien, tout ce qui est barrage, l'énergie des vagues, des marées, la biomasse et la géothermie. Là, j'ai mis volontairement un schéma qui est de la géothermie basse température, parce qu'évidemment, la géothermie haute température, ça nécessite d'avoir un gradient très élevé. Et donc, souvent, c'est limité aux zones volcaniques. Vous êtes en Islande, évidemment, vous faites de la géothermie. Mais dans le bassin de Paris, par exemple, où ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, on utilise la chaleur du sous-sol
pour chauffer et refroidir les maisons. Il suffit d'un petit delta T. On a, rien qu'Engie, on a 250 réseaux autour de Paris qui sont sur cette base-là. Donc je sais qu'en Nouvelle-Calédonie actuellement, vous regardez s'il y a du potentiel. Il faut évidemment regarder aussi la géothermie basse température. La différence, hein, haute température, on arrive à des fluides assez chauds pour qu'il soit de la vapeur, on fait tourner une turbine et on fait de l'électricité. Basse température, même s'il y a juste 40 degrés et qu'au-dessus il y a 20, bah, ça suffit pour récupérer cette énergie. Et on parle c'est de la température qu'on récupère, aussi bien dans le sens froid ou chaud. Et ça peut être fait au niveau de la terre, ça peut être fait au niveau de la mer aussi. Hein. La différence de température entre le niveau de la mer et le fond de la mer, si la côte est assez pentue, peut suffire à chauffer ou refroidir des bâtiments. On a fait des installations comme ça à Marseille récemment. Une des grandes ruptures, en tout cas pour nous qui produisons et vendons de l'énergie, c'est autour du fait que maintenant les réseaux de gaz et d'électricité ne sont plus séparés. On peut, avec des électrolyseurs, passer de l'électricité à de l'hydrogène et avec des piles à combustible, passer de l'hydrogène à l'électricité. Le problème de l'électricité, comme vous le savez, c'est qu'on ne sait pas vraiment la stocker. Les batteries, ça ne dure pas très longtemps. Et donc, passer sur du gaz qu'on sait très bien stocker permet de stocker l'électricité pendant très longtemps. Alors, ce n'est pas le seul avantage de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est aussi un fuel, donc on peut faire rouler des voitures à hydrogène, faire rouler des trains à hydrogène. Les premiers trains, c'est en Allemagne, là, les premiers trains depuis 2 mois ou 1 mois, donc, ils roulent. C'est une ancienne ligne qui n'était pas électrifiée parce qu'elle n'est pas assez fréquentée pour que c'est un sens économique de l'électrifier, et ils ont mis des trains à hydrogène dessus. On commence à avoir des bus à hydrogène, des bus qui marchent sur des mélanges d'hydrogène et de gaz naturel. Et comme je vous le disais tout à l'heure, un point important, c'est la notion de données et bien gérer la donnée, du besoin comme de la consommation. Je ne pense pas que ça se pratique ici. Je sais que vous n'avez pas encore de compteurs communicants, etc. Mais dans certains pays, par exemple, on fait ce qu'on appelle du peak shaving, c'est-à-dire qu'en fonction de la production des ENR, on demande aux gens de retarder, alors c'est des choses toutes bêtes, hein, mais retarder la machine à laver, de la faire à l'heure où on ne sait plus quoi faire de l'électricité, et non pas à 6 heures du soir quand on sait très bien quoi faire de l'électricité. Et on paye les gens pour faire ce peak shaving. À titre individuel, c'est peut-être quelques centaines d'euros qu'ils vont gagner par an. Quand c'est de l'industrie et qu'ils déplacent quelques jours le lancement du four, on parle en dizaines de milliers d'euros par an quand même. Donc ça intéresse les industriels aussi, cette affaire. Et la façon dont on va optimiser ce mix énergétique, il dépend du territoire. Donc, il ne faut pas se poser la question en termes de quel va être le winner. Il n'y aura pas une technologie qui va dominer tout le reste. Il faut, en fonction de l'équation locale, savoir optimiser entre le solaire, l'éolien, le stockage, l'hydrolien, et faire baisser la consommation ou faire shifter la consommation de certaines heures à certaines autres heures. Bon, je vais arrêter de faire de la pub pour mon ancienne boîte, mais comme on est une énorme boîte qui travaillons justement dans tous les domaines, ça nous permet de répondre entièrement à des questions d'utilisateurs en faisant de A à Z. Par exemple, je ne sais plus, j'ai un slide dessus, mais on a fait un gros contrat avec une université aux États-Unis, et sur l'échelle de 50 ans, on va restaurer tous les bâtiments de la fac, produire l'énergie dans la fac, leur assurer la mobilité, leur assurer qu'est-ce qu'ils font de leurs déchets. Et comme on peut faire l'ensemble, on peut optimiser l'ensemble. Au niveau recherche, puisque je suis quand même surtout là pour parler de la recherche, on est organisé, c'est relativement classique, avec des efforts sur les nouvelles sources d'énergie et des efforts sur ce qu'en interne on appelle enabling technology, le 3D printing, comme voilà, vous en avez peut-être ici aussi,
tout ce qui est IoT et l'utilisation des nanotechnologies, des nouveaux capteurs pour optimiser tout ça. Et puis la compréhension des données, des drones. Alors tout ça s'interconnecte, évidemment. Si vous cassez vous avez un ouragan et sur votre ferme solaire, il y a des panneaux qui sont cassés. Si vous faites voler un drone au-dessus d'une ferme solaire, au bout du 4e panneau solaire, il ne sait plus où il est, parce que rien ne ressemble plus à un panneau solaire qu'un panneau solaire. Et à un moment, vous allez trouver le signal qui vous dit que celui-là est cassé et vous ne savez pas où il est. Et donc, il faut travailler ensemble entre celui qui fait de l'intelligence artificielle, celui qui fait le drone et celui qui fait les capteurs pour bien savoir où est allé le drone et remonter son signal à l'envers pour pouvoir optimiser les coûts de maintenance de nos panneaux. Alors, c'est un exemple, mais faire passer un robot dans ces cas-là, dans un bâtiment comme ça, pour voir où il y a des pertes d'énergie, avoir immédiatement le bâtiment en 3D, en sachant où est-ce qu'est l'extincteur, etc. Bon, tout ça, on sait faire maintenant. Et ça gagne du temps, évidemment. Et puis, tout ce qui est utilisation de l'énergie, donc le stockage, les maisons connectées, les futurs buildings en intégrant des matériaux meilleurs au niveau énergétique. Problème au niveau du territoire, industrie 4.0, il y a beaucoup de pertes d'énergie des fois dans le monde industriel. Le monde industriel est souvent relativement fermé au niveau de ses process. Il n'a pas forcément envie d'expliquer à tout le monde comment il fait. Donc c'est parfois un peu tricky de le convaincre de nous laisser entrer assez dans les process pour l'aider à améliorer. Et puis tout ce qui est mobilité et qualité de l'air. Et puis il y a l'excellence dans le monde traditionnel qui de toute façon, comme je vous le disais avant, va continuer à perdurer pendant des années, le temps de passer à autre chose. La façon dont on est organisé au niveau recherche, là vous voyez nos différents centres de recherche sur la planète. C'est évident que tous les cerveaux ne sont pas à Saclay au sud de Paris. Et donc, on a des liens avec les États-Unis, avec le Chili, le Brésil, Singapour, etc., avec des centres de recherche dans ces différents endroits pour profiter des écosystèmes de recherche dans tous ces pays et puis de façon différente aussi d'aborder les problèmes. Secret de Polichinelle, mais quand vous parlez de Big Data à Shanghai, ça n'a pas la même signification que Big Data à Paris. Et on a notre approche, c'est de bien connaître tout le matériel. Donc ici, vous voyez l'organisation, par exemple, du lab thématique solaire. On a sur le toit de notre laboratoire au sud de Bruxelles énormément de panneaux solaires, de, je sais pas, peut-être 100, 200 marques, et on regarde en permanence qu'est-ce qu'ils donnent, à quelle vitesse ils s'abîment, comment ils réagissent en fonction de la température, des salissures, etc. On a un grand centre au Chili où on fait la même chose. Là, vous voyez le désert. On est dans le nord du Chili, un des endroits où il y a la plus grande irradiation au monde. Et ce que vous voyez, c'est des panneaux avec des trackers, là, ceux qui sont verticaux. Et surtout, on est en train de tester là-bas ce que vous voyez ici, là au milieu, qui sont des panneaux double face. C'est une des nouvelles tendances pour essayer d'avoir des panneaux plus efficaces. Donc en utilisant la réflexion sur le sol pour donner de part et d'autre du panneau. Donc c'est des prototypes. Hein. Bon, je crois qu'on a eu les premiers contrats avec récemment, mais là on est en train de tester en fonction de la couleur du sol, donc peut-être des petits graviers différents sur le sol pour voir si on peut progresser de 2-3%. L'efficacité des panneaux solaires actuellement, c'est pas énorme. Hein. On est autour de 20-22% et tous les petits incréments sont bienvenus. L'autre, celle que vous voyez dans la verdure, là, c'est au Brésil. Ça, c'est la même chose. Sur le Brésil, on a 8 centres de tests. Sur lequel on teste aussi différents types de panneaux solaires. Et comme ça, on a une base de données. Et puis, quand on a un client en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs qui nous dit je veux un panneau
je veux une ferme solaire, ben, on sait lequel va le mieux donner compte tenu de l'hydrométrie, de l'ensoleillement, de l'irradiation, etc. C'est pas forcément le moins cher qu'il faut prendre, c'est pas forcément le plus cher, c'est en fonction du contexte. Et là, sur la gauche, vous avez des choses un peu plus récentes, enfin récentes. Les panneaux double face, c'est très récent aussi, mais c'est ce qu'on appelle l'OPV. Donc c'est du film souple qui là est collé sur le mur de notre centre de recherche en Belgique, et de l'autre côté est collé sur le toit d'un collège à La Rochelle. Et à partir de ça, ben, on produit de l'électricité. Ça a de gros avantages pour les toits qui ne sont pas faits pour supporter des kilos de neige. Ils peuvent supporter ce genre de film, alors qu'un toit normal, alors que si on mettait un panneau solaire normal, ça exige un certain nombre de kilos par mètre carré que tous les toits ne peuvent pas supporter. L'intérêt de ces couches minces, ces films OPV, c'est qu'ils peuvent être transparents. Donc là, vous voyez autour de la porte, vous voyez sur la verticale, bon, là, ils n'ont pas l'air transparents, mais on voit à travers. Donc on s'attend à que assez rapidement, dans tous les bâtiments construits, il y ait ce type de choses dans le bâti lui-même. Pour l'instant, il reste des choses à faire sur la stabilité. Un panneau solaire, ça va durer 30 ans actuellement. L'OPV, ce n'est pas encore dit que ça va durer 30 ans. On est en phase de mise en place. Et puis là aussi, il va y avoir des différences en fonction des climats. Le climat tropical humide, ça peut entraîner une détérioration plus rapide de certains de ces films par rapport à un climat plus sec. Mais c'est très prometteur, et bon, surtout pour l'intégration au bâti. Alors, la façon dont on conçoit la recherche à Engie, c'est des pilotes. C'est-à-dire que vous avez compris que c'est une boîte multiforme. On ne fabrique pas grand-chose. Hein. Renault fabrique des voitures. Nous, on ne fabrique pas de voitures. On ne fabrique pas de panneaux solaires. Mais ce qu'on fait, c'est d'intégrer à la fois les panneaux solaires, les onduleurs, la batterie, éventuellement l'hydrogène et tout ça dans une solution énergétique pour nos clients. Donc, on va tester ça via des pilotes en regardant, donc, vous connaissez sans doute la notion de TRL, qui montre la distance au marché, en fait. Est-ce qu'on est encore sur une idée dans un laboratoire? Est-ce qu'on a déjà fait un premier prototype? Et est-ce qu'on est en fabrication de masse? Le labo, ça coûte pas très cher. Le premier prototype, il coûte très, très cher. C'est fait à la main, c'est de l'artisanat, il y a des essais-erreurs, etc. Et une fois qu'on a la bonne solution, on peut déployer une industrialisation qui va faire baisser les coûts. Bon, vous l'avez vu sur les panneaux solaires, sur l'éolien, etc. Donc ça, c'est les gens qui fabriquent ça, qui ont donné ça. Mais c'est la même chose au niveau de, même si nous, on ne fabrique pas beaucoup de choses, sur la mise en place de nos solutions. Donc le rôle de la recherche à Engie, c'est de payer ces TRL7 et de faire les premiers prototypes et les essais-erreurs pour choisir la bonne technologie. Alors certains de nos pilotes, pour montrer l'étendue, Gaïa à Lyon, c'est un pilote sur la biomasse pour faire du biogaz. Et puis on en a d'autres, par exemple en Hollande, là je crois que je vais vous en parler plus longtemps après, mais là il y a un certain nombre de projets qui tombent autour de passer de la biomasse à du gaz renouvelable. Eliatech, c'est les films solaires que je vous ai montrés sur le toit de La Rochelle. Mapet, c'est aussi du biogaz. Donc là, c'est première génération. Alors si on commence par Singapour, parce que ça, c'est un projet d'île autonome. Donc ici, vous voyez, c'est une île qui est face à Singapour. Et c'est un projet que nous avons avec différents partenaires, dont une des universités de Singapour. C'est une île artificielle, en fait. Une île a été... il devait y avoir un petit îlot qui grossit progressivement parce que c'est là que Singapour traite ses déchets et qu'ils ont choisi d'un point de vue un peu emblématique pour le transformer en une île 100% ENR. On a des panneaux solaires, on a une éolienne, on a une batterie, on a une pile à combustible, on a de la mobilité hydrogène et
on optimise en permanence comment on va stocker l'énergie produite par l'éolienne et les panneaux solaires en fonction des besoins. Donc on a besoin de connaître les besoins et voilà, on optimise ça. Donc c'est le même genre de chose qui va être fait par exemple dans l'île de Lifou, hein, avec les collègues d'Alizé, pardon, qui est un mixte entre du solaire et de l'éolien et du stockage pour l'autonomie d'une île. Et on a ici, vous voyez le moment où on a dressé l'éolienne. Et Singapour, c'est une île qui est officiellement à pointe de la technologie, mais ils ont eu leur première éolienne il y a 2 ans, donc bien après vous. Et c'est une éolienne rabattable aussi, parce qu'ils ont aussi des cyclones. Et là où on travaille vraiment, c'est au niveau du software. Vous voyez ici les besoins qu'il va y avoir au niveau de la charge de l'usine, au niveau de la mobilité, et on optimise le signal électrique et la puissance électrique en fonction de cette connaissance. Donc voilà, s'il y a des informaticiens, des gens qui peuvent développer de l'optimisation de toutes ces choses, on en a vraiment besoin dans l'industrie actuellement. Alors tout ce qui est autour du gaz, là j'ai entouré en violet, le biogaz. Donc bon, ici c'est votre cas aussi, hein. Vous savez que globalement en France, on a eu LAC il y a 50 ans ou 60 et maintenant on n'a plus réellement de production de gaz. Donc si on veut avoir un minimum d'autonomie énergétique de ce point de vue-là, il faut faire du biogaz. Après, ça a aussi un autre avantage. Quand on prend des déchets, que ce soit des sacs en plastique ou des déchets végétaux ou les déchets de bois dans les scieries, etc., c'est des déchets à traiter. Donc le transformer dans quelque chose d'utile, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. Et donc ce qu'on appelle le biogaz première génération, on prend une biomasse humide et on la met avec des bactéries. Ensuite, la deuxième génération, c'est on monte plus haut en température en prenant une biomasse sèche et on fait aussi du gaz. Et puis, alors là, c'est vraiment au niveau de la recherche. La troisième génération, c'est on regarde ce que peuvent faire les algues pour faire directement du biogaz ou de l'hydrogène à partir d'algues. La première génération, ça ressemble à ça, hein. On fait exactement la même chose qu'il y a dans l'estomac d'une vache. Tout le monde sait que les vaches, elles émettent du méthane. Et donc là, on a des bactéries qui sont, bon, là, elles sont dans une espèce de grande tente à la place d'être dans la vache, et elles vont manger la biomasse et relarguer du biogaz. Donc, il y a déjà énormément d'installations en Allemagne là-dessus. Il y en a un peu moins en France, pour des raisons diverses, mais une des raisons, c'est qu'en France, on s'interdit de cultiver uniquement pour faire du biogaz. En Allemagne, il y a des productions dédiées de maïs uniquement pour faire du biogaz. En France, on prend uniquement les déchets des vaches, des cochons et aussi les résidus agricoles. Et bon, il y a quand même à peu près 500 installations en France. On peut aussi faire du biogaz avec ce type de technologie sur les déchets industriels ou les déchets ménagers. Et ce biogaz, on peut le brûler, en particulier dans ce qu'on appelle des choses de cogénération, qui vont à la fois faire de la chaleur qui peut être distribuée soit juste chez le fermier, soit à l'échelle d'un quartier. Et ils font à la fois de l'électricité et de la chaleur. Ensuite, si on est à proximité du réseau de distribution de gaz, on peut réinjecter ce gaz dans le réseau. Ça fait comme ça un peu moins de besoin d'importation et du gaz vert, puisque c'est un cycle de carbone. Et là, c'est possible, bon, si le réseau
permet d'injecter, et si on n'est pas trop loin, enfin si on a une connexion, si on n'est pas trop loin du réseau, on ne va pas se mettre à tirer un gazoduc pour relier un fermier au réseau de gaz si le réseau de gaz ne passe pas par là. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir besoin de stocker le gaz. Donc là, ce que je vous montre, c'est un projet qui s'appelle Lilybox, pour Little Liquefaction Box, et on liquéfie le gaz immédiatement sur place. Donc la même chose qu'on peut faire dans une grande installation de liquéfaction, on le fait sur place, qui permet au fermier de garder son gaz et puis de le réutiliser plus tard. Donc voilà, ça prend pas énormément de place, hein. Là c'est un zoom, truc. On prend le gaz, on le nettoie un peu, et avec de l'azote liquide, on le refroidit assez pour qu'il se liquéfie. Et dans ces cas-là, on peut le stocker. Il faut bien voir qu'un gaz liquéfié, en réduction de volume par rapport au gaz initial à pression ambiante, c'est un facteur 550. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, dans une petite bonbonne de gaz, on a de quoi passer l'hiver. Le projet est maintenant en phase industrielle et porté par une de nos BU. Si on passe à d'autres types de sujets, c'est l'hydrogène. Donc l'hydrogène, ce que je montrais sur la première slide, peut servir de lien entre le gaz et l'électricité. On peut transformer l'électricité en hydrogène et après on peut stocker l'hydrogène dans soit en souterrain, dans le réseau, dans une cavité saline ou dans des bonbonnes. On peut l'utiliser comme fuel et on peut aussi le remélanger avec du CO2, enfin le mélanger avec du CO2 pour faire du méthane de synthèse. Donc on a différents projets. Jupiter, c'est un projet dans le sud de la France où à proximité d'une station polluante de CO2, on mélange avec de l'hydrogène qui est fait sur des électrolyseurs à partir de renouvelables, et donc ce qu'on appelle power to gas. Ensuite, on fait du méthane qu'on injecte dans le réseau. Mirabel, comme son nom l'indique, c'est un projet en Lorraine, et où là, on fait de l'hydrogène à partir d'éoliennes, et en fonction de la... Enfin, disons... c'est surtout une optimisation du réseau, ce projet, pour savoir à tout moment, en fonction justement des prévisions météo, est-ce qu'on va injecter l'électricité sur des batteries parce qu'on en aura besoin dans quelques heures, ou sous forme d'hydrogène où on en aura besoin, où on pourra l'utiliser bien plus tard. Et alors, l'hydrogène, pour vous donner une vue globale, ça permet donc de stocker l'électricité, puisqu'on le transforme dans un gaz qu'on sait bien stocker. Mais il y a au niveau... c'est pas juste un vecteur énergétique, l'hydrogène, ça peut être utilisé aussi comme un fuel. Donc je disais tout à l'heure, la partie avion, train, bus, voiture, enfin, à peu près toute la mobilité maintenant est possible à hydrogène, et c'est aussi un matériel de base pour l'industrie. L'industrie utilise pas mal d'hydrogène. On présente l'hydrogène comme quelque chose de vert, parce que quand on brûle l'hydrogène, on ne fait que de l'eau. Mais maintenant, si l'hydrogène ne vient pas... n'est pas fabriqué de façon propre, on tourne en rond. Donc si l'hydrogène vient du méthane, avec des procédés de vapocracking, on a fait du CO2 au moment où on fabriquait de l'hydrogène. Donc c'est un peu spécieux de dire qu'on utilise une énergie propre, alors que pour la fabriquer, on n'était pas propre du tout. Maintenant, si on prend un électrolyseur, l'H2O, on sépare l'H2 de l'oxygène, on fait que de l'oxygène en produits secondaires, donc là tout va bien. Et puis il y a aussi de l'hydrogène qui sort de terre, et donc je vais vous dire quelques mots là-dessus parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, assez excitant. Ce que vous voyez là, c'est une trace ronde qui correspond à une zone d'émanation d'hydrogène, et on voit que l'hydrogène affecte la couleur du sol, affecte la façon dont poussent les plantations et les arbustes dessus, et affecte aussi un peu la compaction du sol, ce qui fait qu'il y a de l'eau qui se met au milieu.
une image globale, hein, mais ça reprend juste ce que je viens de vous dire, entre le rôle des fuel cells et de l'électrolyseur pour passer du power au gaz et du gaz au power. Ce projet, là, je ne vous en ai pas encore parlé, celui-là c'est un projet qu'on a à Dunkerque. Donc je vous dis qu'on sait très bien stocker le gaz, donc on sait stocker évidemment le gaz naturel, on sait stocker l'hydrogène pur, mais on a énormément d'infrastructures qui utilisent le gaz naturel actuellement en France. Donc faire un mélange, qu'on appelle un blend entre le gaz naturel et l'hydrogène, c'est plutôt une bonne idée pour optimiser tous les appareils. Vous ne pouvez pas dire à tous les foyers, maintenant il faut changer votre cuisinière, il faut une cuisinière à hydrogène. Donc là, on mélange les deux et on mélange un certain pourcentage d'hydrogène qui est issu avec des électrolyseurs des éoliennes, il y en a beaucoup dans le nord de la France, des éoliennes. Et on a tout un quartier qui est qui teste ce mélange. Ici, vous voyez ce quartier. Donc c'est un quartier nouveau avec des pipes qui sont tous récents aussi. Et on a aussi testé dans cette ville de Dunkerque toute une flotte de bus sur un mixte hydrogène et gaz naturel. On a d'autres projets hein, dans la ville de Pau. Il va y avoir toute une flotte de bus à hydrogène qui fonctionnera à partir de dans 1 an ou 2. Sur l'aéroport de Toulouse, tous les engins qui vont rouler à terre dans l'aéroport, ce seront à hydrogène, avec de l'hydrogène qui vient de nos installations d'ENR dans la région. Donc les choses se multiplient, il y a plein de petits, etc. Il n'y a pas actuellement en France des bornes à hydrogène sur tout le territoire pour permettre une vraie mobilité hydrogène à titre individuel sur le territoire. Il y en a dans Paris, par exemple, et il y a toute une flotte de taxis dans Paris à l'hydrogène. Il y en a dans certaines vallées des Alpes, et ça se développe. Les pays qui sont plus avancés que nous de ce point de vue-là, c'est le Japon et la Californie, enfin l'État de la Californie, qui, eux, ont assez de stations pour le particulier puisse acheter une voiture à hydrogène sans réfléchir. Il sait qu'il aura partout de quoi la remplir. L'intérêt de la voiture à hydrogène hein, par rapport à la voiture électrique, à la fin, l'hydrogène est transformé en électricité pour faire tourner les roues. Mais si vous mettez 5 kg d'hydrogène dans la voiture, vous faites 500 km. Ce qui n'est pas du tout le cas, évidemment, avec des batteries. Donc, vous le remplissez à la même vitesse que vous remplissez une voiture à essence, vous avez le même genre d'autonomie et vous ne polluez pas. Bon, les voitures actuellement coûtent évidemment un peu plus cher que les autres, et puis il n'y a pas des stations partout. Et de toute façon, encore une fois, tant qu'on n'est pas capable de produire un hydrogène vert, ce n'est pas la peine de rouler avec des voitures à hydrogène. Sinon, on est juste tombé la pollution à la campagne, ce qui est peut-être bien pour le nombre de gens que ça affecte, mais qui n'est quand même pas du tout une fin en soi. Alors, au niveau de la façon dont on fabrique l'hydrogène, donc je vous disais, électrolyse à partir du méthane, il commence à y avoir des cellules d'hydrogène qui fabriquent, des panneaux solaires qui fabriquent directement de l'hydrogène au lieu de fabriquer de l'électricité. Ils ne sont pas encore sur le marché, mais dans les labos, ça commence à bien marcher. Donc, je pense que vraiment, il ne manque pas grand-chose pour qu'il y ait un déploiement industriel de ces choses-là. Et puis, en fait, l'hydrogène existe aussi dans la nature. Donc là, je vous en parle un petit peu parce que c'est pour ça qu'on est sur le terrain en ce moment avec Éric Deville, qui est, je ne sais pas, voilà, et puis Grégory à côté qui fait son master de l'Université de Montpellier. Et alors l'hydrogène, il a été... on savait depuis longtemps qu'il y avait des émanations d'hydrogène parce que les scientifiques, les géologues l'avaient noté, mais personne pensait que ça pouvait vraiment être utile d'un point de vue industriel et d'un point de vue économique. Il se trouve que en cherchant autre chose, les gens en ont trouvé qu'ils ont utilisé à des fins économiques. Alors au Mali, c'est donc des gens qui cherchaient de l'eau, ils ont trouvé de l'hydrogène.
Ça a mis un peu de temps, mais maintenant, donc, cet hydrogène est brûlé pour faire l'électricité du village et on regarde s'il n'y en aurait pas d'autres à droite, à gauche, etc. Le Mali a beaucoup intéressé la communauté et les industriels, sauf que le Mali, ce n'est pas un endroit très facile pour travailler. Donc, le projet là-bas est resté un peu embryonnaire. Enfin, c'est vraiment une zone où il y a énormément de problèmes de sécurité avec des djihadistes et tout ça. Donc. Alors, aux États-Unis, des gens en cherchant des hydrocarbures là sont tombés sur ils sont tombés sur de l'hydrogène. En plus de l'hydrogène, il y avait de l'hélium. Alors, l'hélium coûtant encore plus cher que l'hydrogène. Ils sont plutôt ensuite concentrés là-dessus, mais ça a aussi montré qu'il peut y avoir des accumulations à assez grande profondeur. Au Mali, c'est très très superficiel, hein, à 100 mètres. Et voilà. Là, les endroits où on sait maintenant qu'il y a de l'hydrogène, ils sont sur cette carte. Donc vous en voyez beaucoup au niveau des rides médio-océaniques, là, les lignes noires au milieu des océans. Là, l'image que vous voyez en haut, ça a été fait. C'est des images qui ont été prises par les collègues d'Ifremer en passant. Alors, je ne sais pas si elle a été faite par un ROV ou un sous-marin, celle-là, mais donc je pense que c'est celle-là, une de ces deux-là, qui s'appelle Lost City. Et quand on regarde ce flux d'hydrogène, on parle quand même de centaines de kilos par jour qui sortent juste d'une cheminée comme ça. On a des choses équivalentes qui ont été vues dans d'autres endroits. Et puis, en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on sait, c'est qu'il y a de l'hydrogène qui bulle, en particulier dans la baie de Prony. Donc, une bulle, ça ne fait pas une industrie, ça ne fait pas des réserves, etc. Mais si ça bulle en surface, les scientifiques maintenant doivent comprendre quelle est la source et à quelle vitesse se crée cet hydrogène. Et à ce moment-là, on pourra commencer à parler de réserve et voir si ça a un sens au niveau ressources pour l'île d'essayer de faire quelque chose de cet hydrogène. Alors, vous n'êtes pas tout seul, hein. Il y a beaucoup d'endroits au monde actuellement où on voit des émanations d'hydrogène. Et elles affectent, quand on est dans des bassins sédimentaires, elles affectent pas mal la surface. Ici, vous voyez cette zone grande blanche au Brésil, qui fait plus de 30 km de long. Et vous voyez des petits points verts là-dessus. Tout ça, quand on va avec un appareil, ça crache de l'hydrogène de partout. Et on a monitoré l'endroit où il y a le point jaune, là. On a monitoré ça, et sur un cercle qui fait à peu près 500 mètres de diamètre, il sort 700 kg d'hydrogène par jour. Donc 700 kg, ça veut dire qu'on peut remplir 70 mirailles tous les jours, quoi. C'est quand même commence à devenir un peu conséquent. Après, on ne va pas le prendre en surface, hein, mais il faut comprendre comment il s'accumule. Vous avez d'autres endroits au Mali qui ne sont pas l'endroit qui produit. À l'endroit qui produit, il n'y a absolument aucune trace en surface. S'il n'y avait pas eu le puits, ils n'auraient pas su qu'il y en avait. Mais à d'autres endroits, il en sort en surface. Et puis, les deux autres endroits que vous voyez là, c'est aux États-Unis, Caroline. Tous ces ronds, c'est des émanations d'hydrogène. Là, c'est une photo LIDAR, et vous avez la taille, et de partout, il sort de l'hydrogène. Donc, pensez qu'en subsurface, on pourrait trouver des accumulations. Vu tout ce qui se perd dans la nature tous les jours, on est quand même assez optimiste. Combien de temps on va mettre à trouver? Parce qu'on m'a posé la question ce matin, on ne sait pas. Mais ici, vous voyez une de ces structures au Brésil. Donc là, c'est Engie qui travaille dessus. On a mis un certain nombre de capteurs permanents et on enregistre ce qui sort tous les jours. Et ça fait 6 mois. Et depuis 6 mois, il en sort tous les jours. Donc, parce qu'il y a ça aussi. Hein, si ça sort pendant 1 an là, et puis 1 an là, et 1 an là. D'un point de vue économique, ça va être difficile d'essayer de le capter. Donc, il faut avoir une idée de la continuité de ces émanations d'hydrogène, et si possible, surtout d'accumulation en profondeur, ce qui serait beaucoup plus simple à produire que des émanations en surface. Voilà, bon, donc c'est juste un petit aperçu
C'est ni complet, ni tout à fait honnête par rapport au ranking de là où on met le plus d'efforts, hein. C'était juste pour vous montrer des petits flashs. Si ça vous intéresse, bon, je pense que sur nos sites, comme d'autres, hein, celui de l'ADEME, sur d'autres compagnies, vous avez pas mal d'informations sur ce nouveau mix énergétique. Là, il y a un certain nombre d'exemplaires. C'est dans une revue de divulgation scientifique qui s'appelle Pour la science, où chaque année, là maintenant, Engie fait un certain nombre de pages pour expliquer tous les enjeux de ce qui est en train de se passer d'un point de vue challenge technologique. Donc vous pouvez aussi vous en envoyer par PDF si vous voulez. Et puis encore une fois, bon, là, je vois qu'ici vous n'êtes pas du tout en retard là-dessus. Évidemment, il y a aussi encore du diesel et il y a des choses à faire pour évoluer vers un mixte plus vert. Mais il y a déjà quand même un certain nombre d'îles autonomes, d'autres qui vont le devenir. Et en tout cas, toutes les briques sont là pour progressivement que tous les territoires trouvent une certaine forme d'autonomie en tenant compte des spécificités locales et puis aussi de l'économie. On ne peut pas aller dire c'est possible scientifiquement, donc on le fait. Ça peut être un non-sens économique. Voilà, merci de votre attention. Merci Isabelle de cette présentation très nette et claire. On va passer maintenant à des questions. Est-ce qu'il y a des questions? La première est toujours la plus compliquée. Allez, Michael. Je vais demander aux personnes de se présenter et puis de te poser la question. Bonjour, je suis Michael Meyer, je suis maître de conférence en physique à l'université. Et je suis quand même un petit peu étonné sur tous les projets hydrogène. On ne parle jamais de l'instabilité de l'hydrogène et du danger technologique que ça représente. Parce que, alors j'ai eu une grande discussion avec des collègues qui travaillent sur l'hydrogène dans les laboratoires, et c'est quand même un gaz qui est extrêmement instable par rapport aux autres gaz qui peuvent être combustibles. Je pense que, en fait, si on regarde historiquement, donc en effet, de toute façon, avoir la sécurité, c'est important, et il n'est pas question de faire circuler du gaz qui pourrait fuir, qui pourrait s'enflammer tout seul. Mais ce qui est étonnant, c'est que il y a beaucoup de messages négatifs vis-à-vis de l'hydrogène autour de ce sujet. En fait, au 19e siècle, le premier moteur à combustion, il était à hydrogène. Il y a eu les Zeppelin, donc, qui, pendant 37 ans, ont marché à l'hydrogène sans avoir le moindre accident. Donc tout le monde a l'image en tête du dernier accident. Mais oui, non, mais il y a des avions qui se crashent régulièrement aussi, hein. Il y a donc en France, il y a un EPIC qui est en charge de la sécurité et des risques industriels, donc qui s'appelle l'INERIS. Donc vous pouvez aller sur leur site, hein, il y a un certain nombre de tests qu'ils ont fait. Si vous prenez une voiture à essence et que vous l'envoyez contre une autre voiture à essence et que ça se passe mal, vous avez une explosion de la même façon. L'avantage de l'hydrogène dans ce genre d'explosion, c'est que l'hydrogène est très très léger. Et donc, au lieu de se répartir au sol en cas d'accident de voiture, il va fuir immédiatement et l'habitacle de la voiture, en général, n'est pas touché. Par exemple, les pompiers du Cotentin ont choisi depuis plusieurs années d'être avec des voitures, enfin les voitures de pompiers sont à hydrogène parce qu'ils considèrent qu'elles sont moins risquées que les autres pour aller au contact des incendies. Donc il y a du plus et du moins, et il y a, je pense, à beaucoup de fantasmes. Enfin, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y ait pas plus de peur vis-à-vis d'une voiture à pétrole qui est tout aussi inflammable qu'une voiture à hydrogène. Et puis au niveau du gaz, par exemple, en France, quasiment personne ne roule avec une voiture à gaz. Vous allez à Rio, tous les taxis de la ville sont à gaz. Vous allez à Santa Cruz en Bolivie, tous les taxis sont à gaz. Et tout le monde trouve ça normal, quoi. Donc il y a
voilà, des risques qui ne sont pas niés par l'industrie, mais aussi voilà, des images qui ne sont peut-être pas les bonnes qu'on a en tête par rapport aux risques. Oui, une autre question. Vous avez parlé de la possibilité de combiner l'hydrogène avec du CO2. Est-ce que ce procédé peut être utilisé pour lutter contre l'effet de serre? Alors, pour éviter qu'il y ait du CO2 relargué dans l'atmosphère, c'est clair. Et c'est ça qu'on teste au niveau de cette zone industrielle à Marseille. On fait de la capture de CO2 en haut d'une industrie, enfin d'un partenaire industriel qui ne peut pas faire autre chose qu'en émettre. Alors je ne sais plus qu'est-ce qu'il fait, si c'est une cimenterie. Enfin, il y a un certain nombre quand même de process industriels où on n'a pas de solution à part la capture et on le mélange avec de l'hydrogène et en effet on fait du méthane derrière. Ouais. Améliorer ces technologies de telle façon à ce que, par exemple, toute production de CO2 soit ensuite neutralisée de cette façon-là, par exemple. Il faut certainement que l'économie du système, qu'on baisse les coûts de toutes ces choses-là, et c'est pour ça qu'on fait des pilotes. C'est ce que j'expliquais là. Notre première installation, elle ne va pas être très économique. Mais la deuxième le sera un peu plus et peut-être dans 10 ans, tout ça sera résolu. Et en effet, systématiquement, le CO2 sera neutralisé. Personnellement, je suis géologue, je me pose pas mal de questions sur le stockage du CO2 en souterrain, mais l'utilisation du CO2 pour en faire quelque chose a quand même de beaux jours devant elle, me semble-t-il. Bonjour, Hugues Danis, je suis consultant indépendant. J'ai bien noté qu'on pouvait extraire du méthane et je suis juste à titre de citoyen, je m'étonne un petit peu qu'on se relance après le charbon et ensuite après l'essence et le diesel, enfin les hydrocarbures, dans une énergie qui est intéressante mais quand même non renouvelable. C'est-à-dire que voilà, on va encore puiser dans une réserve, donc c'est une nouvelle technologie qu'on développe pour encore appauvrir quelque chose, enfin, en tout cas en partie pour le méthane qui est extrait, enfin l'hydrogène qui est extrait, pardon. Et la question réellement que je me posais, c'est est-ce qu'on connaît l'impact de prélever cet hydrogène? Est-ce que cet hydrogène participe à un écosystème global au niveau du monde? Je ne sais pas s'il est rejeté dans les mers et au niveau des mangroves ou de tout, partout où il est. Est-ce qu'en le prélevant, on ne va pas mettre en danger notre écosystème? Alors, au niveau du non renouvelable, pour l'instant, on n'en sait rien. L'origine de cette... Enfin, il y a plusieurs sources possibles pour l'hydrogène dans le sous-sol. Une des sources les plus probables, c'est de l'interaction aux roches. Donc, ce qui se passe au milieu des océans là, que j'ai montré, c'est les laves qui arrivent au fond des océans. Donc, ça sort du manteau, ça interagit avec l'eau de mer, ça arrive à haute température. C'est des roches qui n'ont pas été oxydées, qui vont séparer l'H2O de l'eau de mer et libérer de l'hydrogène. Ça se passe tous les jours, les volcans ils continuent à agir. Alors qu'est-ce qu'on appelle du renouvelable? C'est quelque chose, enfin, quand vous prenez de la géothermie, voilà, il y a de l'eau qui interagit avec la roche, qui se réchauffe, vous profitez de l'énergie du système. Là, ce serait la même chose. Attendez, j'ai pas fini. Pour moi, renouvelable, c'est qu'on peut consommer moins vite qu'on peut produire plus vite que l'on consomme. Donc là, typiquement, quelque chose que l'on consomme et qu'on sait que, par exemple, que ça va être fini parce qu'on le consomme plus vite qu'il ne se reproduit, c'est typiquement la définition pour moi d'une énergie non renouvelable. Non, mais moi, j'en sais rien à quelle vitesse on produit l'hydrogène. C'est une des questions qu'on se pose actuellement, de savoir justement quelle est la cinétique de tous ces process. Est-ce que, justement, bon là, on regarde ce qui se passe naturellement, mais est-ce qu'éventuellement, en injectant nous-mêmes de l'eau dans la roche, ça va séparer, ça va sortir? Toutes ces questions restent ouvertes. Ensuite, on peut... le rôle des bactéries dans la production d'hydrogène, pareil, ça reste complètement à préciser. On a, par exemple, si on va dans le cœur des processus, au Brésil, là, on a un signal qui nous surprend.
de la façon dont sort l'hydrogène pendant la journée. Donc on a prélevé du sol qui est à cet endroit-là et on l'a analysé. Ce sol est plein de bactéries qui consomment de l'hydrogène. Donc les bactéries se sont mises là parce qu'il y avait une source d'hydrogène. Ensuite, si on descend plus profond dans la Terre, passé une certaine profondeur, il n'y a plus de bactéries. Donc voilà comment est le flux. Mais sur le côté renouvelable de l'hydrogène, moi je n'ai pas la réponse. Et je pense que personne n'a la réponse actuellement. Et il y a peut-être aussi plusieurs flux d'hydrogène, un flux qui viendrait en effet de choses plus profondes et qui là en effet n'est pas forcément fini, enfin est plutôt fini qu'infini, et puis un cycle de l'hydrogène avec lié à l'eau, je passe à travers les roches, je me sépare, voilà. Les questions sont entièrement ouvertes. Et donc la deuxième partie de la question qui correspondait à l'impact de la captation de cet hydrogène sur l'écosystème global. Je ne sais pas s'il y a des millions de mètres cubes d'hydrogène qui sont générés chaque jour dans les océans, sur Terre, et qu'on va capter un jour. Est-ce que ça a un impact sur, je sais pas, sur les saisons, sur d'enlever cet hydrogène qui est mis à disposition de l'écosystème chaque jour? Si on le capte, ça va bien avoir un impact, ne serait-ce que léger, non, j'imagine? Voilà, on est au début de l'histoire, mais a priori, quand on libère de l'hydrogène dans l'air, essentiellement, ça va faire du méthane avec le CO2 de l'air et ça va augmenter les gaz à effet de serre. Donc je serais assez étonné que l'effet soit autre chose que ça. Mais beaucoup de choses restent à comprendre. Et ce qu'on observe dans certains points ici, et ça revient à la première question, et ce qu'on observe aussi en Oman, c'est on a cet hydrogène, quand il arrive dans l'air, en effet, il va récupérer le CO2 de l'air, mais pour peu qu'il y ait des carbonates à côté, ça va immédiatement précipiter sous forme d'une roche carbonatée. Donc on peut aussi étudier ça pour s'en inspirer, pour savoir comment nous, on va faire par exemple du matériel de construction à partir de CO2, plus de Ca, plus d'hydrogène. Merci. D'autres questions? Cyril? L'énergie nécessaire pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Ça, c'est un premier point. Et dans un second temps, est-ce qu'il ne serait pas envisageable d'avoir des centrales de production d'hydrogène au sein de chaque véhicule? Parce que vous avez balayé un peu rapidement la question de l'instabilité du gaz. Nous, pour éviter dans nos laboratoires de stocker de l'hydrogène et d'avoir des bouteilles d'hydrogène, parce que ça reste quand même relativement réactif, on a des mini-centrales de production d'hydrogène pour nos instruments. Donc, est-ce que ce n'est pas possible à petite échelle? Donc, quelles sont les quantités d'eau et d'énergie nécessaires pour produire de l'hydrogène à partir de l'eau? Merci, madame. Alors, les électrolyseurs, ils ont... Parce que c'est ça qui fait électricité plus eau, donne hydrogène. Ça s'appelle un électrolyseur. Actuellement, ils ont une efficacité qui n'est pas idéale. On descend bien, on est autour de 50%. Donc ça veut dire que si ensuite la fuel cell, elle a aussi 50%, l'ensemble du process électricité, to gaz, to power, c'est pas idéal. Enfin, disons qu'il y a de la perte en ligne. Il y a toujours moins de pertes que si on débranche l'éolienne ou le panneau solaire parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'électricité. Donc, il faut voir à quoi on compare. Après, il y a des essais de piles à combustible aux températures réversibles qui sont très prometteurs, en particulier le CEA de Grenoble mène. On est partenaire avec eux sur certains de ces projets. Là, on obtient une efficacité de 90%. Donc ça, on le teste au départ pour une maison actuellement. C'est-à-dire qu'on a des panneaux solaires, on va fabriquer l'hydrogène, on le stocke dans une bonbonne à côté de la maison, puis on le récupère pendant l'hiver si on l'a stocké pendant l'été. Voilà, on en est au prototype et au pilote là-dessus. Bon, sur une voiture, vu la densité d'énergie qu'on a dans l'hydrogène par rapport à l'eau, je vois pas, d'un point de vue poids, je ne le vois pas très bien. Maintenant, là, vous avez un bateau actuellement à quai, Race for Water. Il prend l'eau de la mer et il fabrique l'hydrogène sur le bateau avec les panneaux solaires.
et il stocke cet hydrogène pour pouvoir avancer pendant la nuit. Donc ça marche, mais le bateau, il fait quelques tonnes, quelques dizaines de tonnes même. À l'échelle de la voiture, je le vois moins, mais bon. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour, c'est encore moi. En fait, je rebondissais sur la question du stockage. Parce que je crois que vous aviez dit qu'avec 5 litres d'hydrogène, donc j'imagine que c'est sous pression, une voiture pouvait faire 100 km. Moi, j'en étais resté aujourd'hui que la technologie hydrogène n'est pas développée plus dans les voitures parce que la capacité énergétique de l'hydrogène, même à 700 bars, donc à haute pression, est 7 fois moins importante que l'essence. Donc, grosso modo, dans nos voitures actuelles, il faut un réservoir qui est 7 fois plus grand. Donc, si aujourd'hui vous avez un réservoir sur une Golf, je sais pas, de 50 litres, pour la même Golf, si vous voulez en tout cas pouvoir faire le même nombre de kilomètres, il vous faut un réservoir de 350 litres. Ou avec le même réservoir, vous faites 7 fois moins de kilomètres. Et ça, c'est directement lié à la capacité énergétique de l'hydrogène, même à 700 bars. Donc, je ne sais pas... Non, c'est pas les chiffres que j'ai, moi. Si on remplit sa Mirai ou sa Hyundai, on a 500 km d'autonomie avec son réservoir. D'accord. Donc, est-ce que... il faudra que je creuse la question, mais je ne sais pas comment vous faites pour... comme la capacité énergétique est 7 fois moins importante, il va falloir vous stockiez quand même cette... donc, forcément, il joue sur le réservoir ou je ne sais pas... La capacité énergétique, ça dépend si on parle en volume ou en kilos. Hein. Oui. Parce que, je parlais en volume, là. Voilà, si on parle en kilos, l'hydrogène est numéro 1 de très loin, quoi. Donc, oui, tout à fait. Ça va être intéressant pour la voiture. Elle va effectivement peser moins, mais par contre, elle aura un énorme réservoir. Moi, j'en suis resté là. C'est pour ça que aujourd'hui, Renault, Peugeot, Volkswagen, ils font tous des voitures électriques, voire des voitures hybrides électriques essence. Mais que l'hydrogène ne se développe pas. Il n'y a pas que les stations. Les voitures vont être différentes. Si on doit multiplier les réservoirs par 7, ça va changer la configuration de la voiture. Non, il n'y a pas multiplié par 7. Il y a des voitures à hydrogène, toute une flotte de taxis à hydrogène qui est dans Paris actuellement. Il y a des flottes captives à hydrogène au niveau de la Poste, entre Chambéry et Annecy. Et c'est des Kangoo, et avec du biofuel cell dedans. Et non, il n'y a pas de... Le réservoir, il a la même taille que celui pour une voiture à essence. Hein. Pas de... Merci. Bon, après, les choix de Renault par rapport à l'électrique, ils ont mis un peu de temps à se mettre à l'électrique, donc je pense qu'ils vont mettre un peu de temps à se mettre à l'hydrogène aussi. Mais il y a un peu... en fait, ils en font beaucoup plus pour les flottes captives qu'ils n'en font pour la flotte grand public. Oui, et j'aurais tendance à penser c'est que sur les flottes captives, sur une flotte de taxi ou de poste, ils savent gérer la consommation. Ils savent que le taxi, par exemple, il peut revenir à une borne tous les 200 km. Donc, toutes les 2 heures, il fait le plein. Et effectivement, c'est aussi rapide de faire le plein avec de l'hydrogène liquide qu'avec de l'essence. Ça coule aussi vite, voire plus vite. Bon, par contre, si vous voulez faire un Paris-Marseille avec un tank 7 fois plus grand... Mais je pose juste la question, parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est ce que j'avais lu récemment dans le dernier rapport, enfin, dans les dernières études qui sont menées là-dessus. C'est que ça va poser un problème pour la voiture de chacun, peut-être pas pour les bus, effectivement, peut-être pas pour des flottes dédiées, mais pour la voiture de chacun, il y a ce problème d'énergie, de capacité énergétique volumétrique, donc au volume. Pour un même kilowatt, il vous faut 7 fois plus de volume en hydrogène qu'en essence. Mais voilà, je me pose encore des questions. Hein. Pour moi, c'est plutôt un point 2. D'autres questions? J'ai peut-être juste une petite question rapide. Par rapport aux images que vous avez montrées tout à l'heure, on voit des bulles d'hydrogène. Est-ce que c'est des images sur lesquelles on peut détecter effectivement d'une manière automatique ces bulles? Ou ça ne se voit pas très bien? Alors, non. Personne ne peut reconnaître à l'œil nu si une bulle, c'est du méthane, de l'hydrogène, de l'azote, etc. Donc, on fait des analyses a posteriori. Ensuite, on échantillonne et on fait des analyses. Ensuite, il y a des capteurs qui existent qui donnent immédiatement l'analyse et aussi du gaz qui est compris dans la porosité du sol.
et c'est ça qui a été fait, par exemple, assez massivement au niveau du Brésil. On a mis juste un capteur posé sur le sol et il regarde en permanence la composition des gaz qui sont dans la porosité du sol. Ensuite, les images des rondes sorcières, ça c'est quelque chose qui se voit de l'espace. Maintenant, voir les gaz de l'espace, il commence à y avoir des détecteurs de méthane de l'espace, parce que les fuites de méthane sont un vrai souci et pour les concitoyens et pour les industriels. Et donc, il commence à y avoir des microsatellites qui sont lancés pour voir le méthane. Mais c'est basé sur une approche optique qui ne marchera pas sur l'hydrogène. Donc ça, c'est aussi des sujets sur lesquels il faudrait des développements technologiques pour voir si on peut, sur ces rondes sorcières que je montrais, de l'espace, voir quel type de gaz sort, mais on n'en est pas là du tout. Pour l'instant, c'est déjà, si on a des outils pour reconnaître ces ronds sur les images de Google Earth, sans passer son temps à chercher, ce serait déjà très très bien. Et puis justement de travailler avec les microbiologistes pour savoir pourquoi l'hydrogène affecte de temps en temps positivement et de temps en temps négativement la végétation. Sachant qu'a priori, quand on met de l'hydrogène dans le sol, moi j'avais compris que c'était plutôt un engrais qu'autre chose, mais visiblement, dans plein d'endroits, ça tue la végétation. Mais toutes les questions restent ouvertes. Merci.